À Reykjavik, nous avons été pris en charge par M. Fredriksson, professeur de sciences naturelles et collègue en quelque sorte de mon oncle. Il s'est montré charmant et avait 2 belles chambres à notre disposition, si bien que le professeur Lindenbrock s'est montré d'une excellente humeur. Eh bien voilà, le plus difficile est fait. Il ne nous reste plus qu'à descendre. Au déjeuner, M. Fredriksson nous a donné toutes les informations utiles à la poursuite de notre exploration. Il nous a précisé que le volcan Sneffels était bien éteint depuis 500 ans. Quant à trouver un guide à la fois fiable et courageux qui pourrait nous accompagner, c'était prévu. De fait, dès le lendemain matin, à l'aube, un dénommé Hans était au rendez-vous. C'était une force de la nature, solide, d'un naturel réservé et silencieux. Je me suis tout de suite senti en confiance à sa vue, pas mécontent de pouvoir compter sur quelqu'un qui avait l'air d'avoir la tête sur les épaules, au contraire de mon oncle. Hans a expliqué en danois à mon oncle que le chemin pour accéder au volcan serait long et périlleux, et qu'il nous faudrait pas moins de 4 chevaux, dont 2 chargés de nos pactages, remplis d'un matériel précieux, boussoles, manomètres, générateurs électriques et autres lunettes à longue visée, sans parler de notre matériel d'escalade, chaussures renforcées, pitons, cordes et des vivres pour 6 mois. Hans va-t-il nous accompagner jusqu'au bout? Oui, Axel, jusqu'au centre de la Terre. Il n'était pas 6 heures ce matin du 17 juin lorsque notre convoi s'était lancé. Bercé par le pas régulier de mon cheval, j'ai laissé 1000 pensées me venir et finalement, j'ai trouvé de quoi me satisfaire de la situation. Qu'est-ce que je risquais? Gravir une montagne, descendre au fond d'un cratère éteint et puis... Trouver une galerie qui descend au centre de la Terre était parfaitement inimaginable puisque le noyau de notre planète est fait de roches en fusion, tout le monde sait ça. Hans marchait en tête d'un pas régulier menant nos 4 chevaux. Le décor était assez lugubre, fait de roches volcaniques, de coulées de lave noires et solidifiées. De plus, le ciel était chargé de lourds nuages gris. Le pas de nos montures était assez sûr, malgré la nature accidentée du terrain. Après 5 heures de route, mon estomac m'a réveillé. Mon oncle, et si nous faisions une pause pour déjeuner, ça permettrait à nos chevaux de se reposer, non? Déjà? Perdu dans ses réflexions, il pensait sans doute être parti depuis moins de 10 minutes. Nous nous sommes assis et avons mangé en silence viande séchée et biscuits. Une seule chose importait au professeur Lindenbrock, dont j'étais l'infortuné neveu, repartir au plus vite pour arriver à pied d'œuvre et ne pas manquer le rendez-vous fixé par l'ombre du Scartaris au cratère du Sneffels. En route, a fait mon oncle. Il n'avait pas avalé la moitié d'un biscuit. Hans lui a jeté un œil, puis m'a regardé, et nous avons échangé un sourire entendu. En route donc. Les kilomètres se sont enchaînés dans un décor toujours aussi lunaire qu'aucun rayon de soleil ne venait égayer. Au soir, nous avons été obligés de passer la nuit dans une vieille masure aux 3/4 écroulée. Rompu de fatigue, je me suis endormi au beau milieu d'un discours de mon oncle où il était question des lutins de la mythologie scandinave. Le lendemain 19 juin, après une nouvelle journée de cheval épuisante, nous avons atteint le pied du volcan. Mon oncle a semblé le défier du regard. Nous avons ensuite fait halte pour la nuit dans une morne bourgade qu'on aurait dit rescapée de l'enfer, bâtie au milieu d'un indescriptible chaos de lave pétrifiée. C'était là que se préparait notre montée ultime, là que nous devrions abandonner nos chevaux et les remplacer par 3 porteurs locaux. Quant à Hans, il nous resterait fidèle. Mon oncle, puis-je vous poser une question? J'entends bien que ce volcan est éteint, mais si nous descendons dans ses entrailles, qu'il lui prenait l'envie de se réveiller brutalement, qu'adviendrait-il de nous? Chaque éruption est toujours précédée de signaux d'alerte, de phénomènes parfaitement connus. Or, rien de ce genre ne se produit, tu en sentirais les effets sinon. Grondement sourd, mouvement du sol, odeur de soufre. Mais ces fumées que l'on voit ici sortir des flancs du volcan, ce sont comme des soupapes de sécurité, Axel. Ça veut dire que la pression s'échappe normalement et que rien n'est comprimé à l'intérieur. J'ai fait mine de me réjouir, mais j'ai senti la peur monter d'un cran. Après une nuit bousculée de cauchemars, j'ai pris place à l'aube dans la file des hardis explorateurs. Hans, nos 3 porteurs, mon oncle et moi, dans cet ordre. Très vite, le chemin rocailleux est devenu dangereux. Les pierres s'éboulant avec fracas sous nos pieds. Nous étions si concentrés qu'aucun d'entre nous ne se risquait à parler. Il fallait passer sur des blocs, entre des blocs, sous des blocs, et parfois nous disparaissions à la vue les uns des autres. Nous nous élevions progressivement. L'embouchure du volcan se rapprochait lentement.
Je n'en pouvais plus. Je commençais à manquer d'oxygène, à claquer des dents. Il y avait à peu près 7 heures que nous montions. Heureusement que Hans s'est rendu compte de mon état. Il a dit quelques mots à mon oncle en parlant de moi. Et du coup, nous avons fait là notre halte de la nuit, à moins d'1 heure de marche du sommet que l'on distinguait à peine, perdu dans la brume et la tourmente. J'ai bien senti que le professeur Lindenbrock était contrarié d'arrêter si près du but, mais comme par ailleurs il était aussi mon oncle, il a eu pitié de moi et est venu me dire quelques mots réconfortants. S'il n'avait tenu qu'à lui, il serait déjà suspendu dans le vide, descendant vers les entrailles du cratère. Cet homme était d'une résistance et d'une détermination incroyables. Au matin, grâce à quelques fruits et autres gâteaux secs, je me suis senti heureusement requinqué. La nuit avait emporté la tempête, le temps était clair et il faisait une température supportable. Une bonne journée pour aller tutoyer les gorges de l'enfer. L'ombre du Scartaris joue déjà sur le volcan, a fait mon oncle en s'étirant. Ah, je pars devant. Il est parti en bondissant vers le sommet. De là-haut, on avait une vue spectaculaire sur toute l'île. Et en regardant vers l'intérieur du volcan, un point de vue unique sur l'entrée des cratères. On aurait dit 3 bouches de canon ouvertes sur le ciel. Descendre dans le fût d'un canon en imaginant qu'il est peut-être chargé et qu'il risque de partir à tout moment, me suis-je dit en moi-même, c'est une idée de fou furieux. À midi, nous sommes arrivés au fond, intacts. En relevant la tête, on voyait effectivement sur la circonférence de ciel découpée par le volcan se détacher la pointe du Scartaris. Saknussemm m'avait dit vrai, s'est exclamé mon oncle dont la voix s'est longtemps répercutée sur les parois environnantes. Mes craintes se sont donc confirmées. Le professeur Lindenbrock est allé se poster à côté des 3 conduits de cheminée volcanique en attendant que l'ombre du pic vienne désigner l'une d'elles. Elle progressait à vue d'œil et mon oncle avançait avec, sautant de pierre en pierre, les bras levés, émettant des sons incohérents. Nos 4 accompagnateurs le regardaient sans lever un sourcil. Et puis, l'ombre a choisi son camp. Juste avant d'emplir la cuvette volcanique, elle est venue lécher l'entrée de la cheminée centrale. « C'est ici !» a hurlé le professeur en trépignant. « Voilà l'entrée du passage vers le centre du globe. » Je me suis forcé à le rejoindre, à me pencher au bord du gouffre. Les parois étaient vertigineuses, presque à pic, mais semées ici et là de petites corniches qui pourraient nous aider à descendre. N'empêche, c'était effrayant. D'ailleurs, les 3 porteurs ont pris congé, n'imaginant pas un instant nous accompagner sous terre. Hans, mon oncle et moi sommes restés seuls avec notre matériel et notre destin, sur lequel je n'aurais pas parié grand-chose. Hans a jeté l'extrémité d'une des plus longues cordes vers le fond du conduit. Grâce à un ingénieux système de rappel, il serait toujours possible de récupérer chacune des cordes après emploi et répéter l'opération aussi souvent que nécessaire. Évidemment, mon oncle s'est lancé dans la descente le premier, se retenant à la corde et la laissant glisser entre ses mains. Un énorme sac sur le dos, je l'ai suivi, Hans fermant la marche, harnaché comme un mulet. En fait, une fois lancé dans l'aventure, ce n'était pas si terrible. La pente était raide, mais sous nos pieds, nous trouvions à chaque fois de bons appuis. Plus nous descendons, m'a glissé mon oncle à la faveur d'une pause à mi-pente, et plus la théorie selon laquelle le cœur de notre planète est un amas de roches en fusion commence à s'effriter. Tu vois bien que la température ne monte pas d'1 degré. En effet, je ne sentais aucune chaleur particulière. Nous sommes descendus encore, laissant à Hans la maîtrise des cordes. Je ne voyais pas encore le fond du conduit, mais au-dessus de nous, peu à peu, le cercle de ciel encore visible rétrécissait. « Axel, attention, c'est sur ma tête que tu marches !» Absorbé dans mes pensées, j'avais pensé mettre le pied sur une pierre plus dure que les autres, et c'était la tête de mon oncle. On était arrivé. Sitôt touché le fond, mon oncle, le professeur, sans même penser ôter son sac, est parti explorer les alentours immédiats en allumant pour la première fois sa lampe portative. « Alors, m'a-t-il dit, j'entrevois une sorte de couloir qui oblique vers la droite. Tout va pour le mieux, non ?» En levant les yeux vers l'étroit goulot qui remontait jusqu'au ciel, ma gorge s'est serrée. À vrai dire, ai-je risqué, il y a quand même ici quelque chose d'effrayant.
Hans nous a rejoints et a allumé sa lanterne à son tour. Ces deux lampes dissipaient assez les ténèbres pour que nous nous engagions plus avant dans la galerie de lave noire et luisante. C'est ce que nous avons fait. Celle-ci s'enfonçait sous terre avec un angle d'environ 45 degrés, ce qui permettait aux voyageurs fourbus d'économiser leurs efforts en se laissant glisser. Après 3 heures de descente à ce régime, alors que nous venions de prendre pied dans une caverne au sol plus ou moins horizontal, mon oncle a donné le signal d'arrêt. Les lampes suspendues à des crochets de lave, nous nous sommes affalés sur nos sacs. Moi qui avais pensé qu'à ces profondeurs, l'air ne circulerait plus, au contraire, on sentait souffler sur nous comme de petites brises. D'où venaient-elles et quelle cause les produisait ? Je suis comme toi, Axel, je me le demande, a fait le professeur en hochant la tête, tandis que Hans étalait pour nous sur un torchon nos tranches de viande séchée du soir. Tout en mâchant, j'ai engagé la conversation sur quelque chose de plus inquiétant. Notre réserve d'eau n'est-elle pas presque consommée, mon oncle ? Nous n'en avons plus que pour 2 jours. Peut-être, oui, nous referons nos réserves aux sources souterraines que nous trouverons lorsque nous aurons quitté ces couloirs de lave. Puis il est passé à autre chose, reprenant ses notes, estimant notre percée sous terre à 3000 mètres de profondeur environ. L'idée de toute cette épaisseur de roche au-dessus de moi a longtemps combattu la terrible envie de dormir qui pourtant me saisissait. La galerie que nous suivions était tantôt étroite, tantôt large, tantôt basse de plafond, tantôt voûtée à la façon des cathédrales gothiques. Il fallait parfois se glisser le long d'étroits boyaux. Nous avons progressé ainsi plusieurs heures, tombant progressivement dans une sorte de torpeur.